Bonjour, bienvenue pour cette nouvelle conférence, ou plutôt ce nouveau point de situation sur Ebola. Merci d'être avec nous. J'ai le plaisir d'accueillir trois intervenants de grande qualité. Tout d'abord le professeur Thierry Debord, coordonnateur national délégué aux aspects sanitaires de la crise Ebola au sein de la Task Force interministérielle. Marc Meunier, directeur général de l'EPRUS. Et Stéphane Mention, directeur général de la Croix-Rouge française. Ils vont donc chacun à leur tour nous faire un point de situation sur Ebola, que ce soit sur le territoire national comme en Guinée, et voire sur les deux. Voilà. Je vais donc laisser la parole au professeur Thierry Debord. Merci beaucoup. Donc, je vais débuter cette présentation par un petit point de situation épidémiologique sur le terrain pour faire le point. Donc, comme vous le voyez sur cette diapositive, en fait, l'épidémie de maladie à virus Ebola est une épidémie qui est très exceptionnelle, très inhabituelle. D'une part, par son importance numérique, parce qu'en termes de patients et en termes de mortalité, elle dépasse largement tout l'ensemble des autres épidémies de maladies à virus Ebola. D'autre part, par son extension géographique, puisque cette épidémie touche trois pays essentiellement, même si on en a touché d'autres, et également donc par sa localisation, puisque auparavant les épidémies d'Ebola étaient essentiellement des épidémies rurales. Et là, on a une épidémie qui va toucher les grandes agglomérations urbaines. Donc actuellement, en nombre de cas cumulés, on est à un petit peu plus de 22 000 cas et presque 9 000 décès cumulés. Ce qui est intéressant, et vous le voyez sur cette diapositive, c'est qu'on a là les trois pays touchés qui sont la Guinée, la Sierra Leone et le Libéria. Et on a actuellement une modification de la situation épidémiologique où autant au début de l'épidémie, en particulier en Guinée, les zones les plus touchées étaient les zones de Guinée forestière. On se retrouve, là, que ce soit en Sierra Leone, au Libéria et en Guinée, avec maintenant une épidémie qui va presque se concentrer, si je puis dire, au niveau des grandes agglomérations urbaines et au niveau du pourtour, des alentours des agglomérations, avec également des éléments qui sont à prendre en considération, qui sont la porosité transfrontalière, en particulier entre la Sierra Leone et la Guinée, et également entre le Libéria et la Guinée, ce qui explique également l'évolution de l'épidémie. Alors, également, élément intéressant, si je puis dire, et qui est rassurant, c'est qu'on a, à partir maintenant de la fin du mois de décembre, une évolution de la situation épidémique qui est marquée par une décroissance importante du nombre de cas dans les trois pays. Ici, vous avez le Libéria, qui a été le premier pays où on a observé cette diminution du nombre de cas. Vous le voyez en particulier sur les dernières semaines de janvier. C'est la même chose également pour la Sierra Leone, où vous le voyez, on a une diminution importante du nombre de cas à partir de la fin décembre et dans le courant du mois de janvier. Et c'est également le cas, peut-être à un moindre degré, c'est moins démonstratif puisqu'on part de moins haut, pour la Guinée. Alors l'explication est très difficile à donner de façon rationnelle et scientifique. Il y a vraisemblablement dans la diminution de ce nombre de cas, bien sûr, le dispositif qui a été mis en place sur le terrain avec les actions qui ont été menées et la mise en place de centres de traitement, comme en parlera M. Mention. Il y a peut-être également une situation qui tient aux données géoclimatiques, puisqu'on est actuellement dans la saison sèche dans ces pays, et que peut-être la sécheresse de la saison permet une meilleure accessibilité aux patients et a peut-être également une action directe sur le virus. Et puis, il ne faut pas non plus oublier le fait que, comme dans toute épidémie, eh bien, on a une évolution cyclique et là, on est dans le creux de la vague.
Cela dit, cette situation qui est une situation qui est intéressante doit cependant nous laisser très, très prudents et très humbles, car on n'est pas à l'abri d'une réaugmentation du nombre de cas, puisque l'on a quand même dans certaines zones géographiques, et notamment en Guinée, des difficultés d'accès aux patients qui sont dues à des phénomènes de réticence importants de la population qui sont parfois très, très violents, et donc il faut être très prudent. Vous voyez ici sur cette diapositive l'évolution du nombre de cas sur la première ligne et du nombre de décès sur la deuxième ligne dans les 3 premières semaines du mois de janvier. On assiste cette dernière semaine à une petite réaugmentation du nombre de cas. Il est possible que cette réaugmentation soit expliquée par justement une meilleure accessibilité et la diminution des phénomènes de réticence de la population, même s'il existe toujours des chaînes de transmission actives, en particulier dans la zone autour de Conakry, également en Guinée forestière, notamment dans la sous-préfecture de Lola. Voilà ici la situation épidémiologique pour la Guinée. Vous le voyez sur la dernière barre bleue, la diminution importante du nombre de cas en janvier. Et ici, c'est le nombre de cas confirmés. Mesdames et messieurs, nous convions tous les visiteurs les personnels des transports sanitaires à rejoindre leur réunion en salle Asie située au fond du hall au premier étage. Merci. On va éviter les interférences. Les personnels de santé n'ont pas été épargnés par la maladie, et vous le voyez sur cette diapositive, le nombre de patients, de personnel de santé, toutes catégories confondues, touchés par la maladie, un peu plus de 800 personnels de santé et 488 personnels qui sont décédés en donnant des soins aux patients. Alors, pour ce qui concerne maintenant le dispositif mis en place sur le territoire national, eh bien, ce dispositif doit bien sûr être dimensionné en fonction d'une évaluation des risques. C'est d'une part les risques d'exposition des personnels résidents et des voyageurs dans les pays atteints. Et donc, cette exposition en milieu communautaire, le risque est considéré comme faible si les personnes ne suivent les recommandations qui leur sont préconisées. Le risque est considéré comme plus élevé, bien sûr, pour les personnes qui vont rendre visite à leur famille ou à leurs amis, surtout s'ils participent à des situations qui sont particulièrement à risque, notamment comme les soins ou les funérailles. Les expositions en milieu de soins sont particulièrement à craindre et importantes, vous l'avez vu, pour les professionnels de santé et les personnes qui travaillent dans les centres de soins. En ce qui concerne maintenant le risque d'importation de la maladie en dehors des zones touchées, eh bien, les voies d'importation sont théoriquement multiples, mais c'est essentiellement la voie aérienne qui est la voie particulièrement à craindre. Et les experts du Haut Conseil de la santé publique avaient évalué le risque d'importation par voie aérienne en France à 1 cas tous les 20 mois. Il peut y avoir également, de façon plus anecdotique peut-être, mais sans le sous-estimer et le mésestimer, un risque lié aux migrations clandestines. Risque également à partir d'un échantillon biologique transporté sans précaution particulière. Quoi qu'il en soit, le risque évalué sur le territoire métropolitain n'était absolument pas un risque de diffusion épidémique. Il n'y avait pas du tout de risque épidémique, tout au plus quelques cas importés avec possiblement des cas contacts autour de ces cas importés. Vous voyez sur cette diapositive le nombre d'évacuations sanitaires qui ont été effectuées à partir des 3 pays touchés vers les pays du Nord européens et États-Unis. Il y a eu vers les pays d'Europe une quinzaine de cas confirmés qui ont été évacués à partir de ces 3 pays. En ce qui concerne les cas diagnostiqués hors d'Afrique, 4 cas diagnostiqués aux États-Unis, à partir d'un sujet qui venait du Libéria et qui a été hospitalisé à Dallas, et puis un professionnel de santé de MSF qui venait de Guinée. Également une contamination d'une aide-soignante en Espagne à l'occasion de soins sur 2 personnes, et dernièrement une personne contaminée, de retour de Sierra Leone, qui a déclaré la maladie sur le territoire du Royaume-Uni et qui est actuellement guérie.
Donc, dans la mesure où le dispositif de prise en charge nécessitait une collaboration, une coopération interministérielle, il a été mis en place à partir de la fin du mois d'octobre et sous l'autorité du Premier ministre une coordination nationale, ce qu'en termes militaires on appelle une task force, même si c'est particulièrement parfois difficile à dire. Et donc cette coordination nationale est actuellement dirigée par le professeur Jean-François Delfrécy avec 4 coordonnateurs délégués, une ambassadrice, Madame Fage, un préfet, Monsieur Lieuteau, Yves Lévy qui est le directeur de l'INSERM et moi-même, et chacun donc ayant en charge un domaine particulier, que ce soit les affaires étrangères internationales et européennes, le dispositif national hors santé, le dispositif santé ou la recherche. L'organisation de la réponse opérationnelle en France, en fait, se décline selon 3 types de mesures. D'une part, des mesures qui visent à freiner l'introduction du virus sur le territoire national. Là, je suis obligé de m'arrêter. D'autre part, des mesures qui visent à assurer la préparation du système de santé à la prise en charge des patients. Et enfin, une 3e mesure, qui n'est pas la moins importante, qui est une mesure qui vise à assurer la communication vers l'ensemble des acteurs de ce dispositif. Alors, pour freiner l'introduction du virus sur le territoire national, c'est d'abord une information ciblée sur les voyageurs et les expatriés, avec différentes consignes qui ont été données, des conseils aux voyageurs qui se sont matérialisés par des affiches qui ont été distribuées en particulier au niveau des aéroports et dans les centres de conseil aux voyageurs, avec différentes recommandations de précaution qui étaient données à ces voyageurs. La deuxième méthode pour freiner l'introduction du virus, eh bien, c'est toujours un dispositif de contrôle sanitaire à l'arrivée en France, avec en particulier un contrôle thermique qui est assuré au niveau des aéroports de Roissy et Charles de Gaulle pour les vols en provenance de Conakry et également à Bamako, en sachant que ce dernier contrôle a été stoppé quand le Mali a été retiré donc, des pays à risque, et également des contrôles effectués au niveau des principaux ports, et ces contrôles étaient bien sûr associés à des informations qui étaient données aux voyageurs et également au personnel des ports et des aéroports. Vous avez ici la fiche qui a été distribuée aux voyageurs à l'occasion donc de leur voyage à bord des avions qui les ramenaient vers Roissy et Orly, fiche qui avait d'une part des informations et d'autre part des données qui permettaient d'assurer une traçabilité de ces voyageurs si besoin s'en était fait sentir. Voilà ici la fiche d'information des personnels des ports et des aéroports. Et si l'on fait maintenant, à la fin de l'année dernière, le bilan de ces contrôles thermiques, en particulier notamment à Roissy, pour les vols en provenance de Conakry et de Bamako, vous le voyez, il y a à peu près 16 000 voyageurs qui ont été contrôlés, avec 10 cas possibles, 10 cas suspects, 3 cas hospitalisés à Bichat et aucun cas confirmé. Donc la préparation du système de santé a consisté également en la mise en alerte des principales instances en charge de la surveillance épidémiologique, et notamment l'Institut de veille sanitaire, avec là aussi une procédure de classement qui a été établie pour, en fonction des caractéristiques de suspicion des cas, les classer ou non en cas possible et éventuellement en cas confirmé après le résultat des tests de laboratoire. Et là encore, si on fait le bilan de cette situation au 26 janvier, vous le voyez que l'Institut de veille sanitaire a reçu à peu près 790 appels, que la majorité de ces appels ont été exclus. Il y a eu 23 cas classés comme possibles et donc hospitalisés, qui ont été éliminés sur les données du diagnostic biologique, et simplement 2 cas confirmés, qui étaient en fait des personnels de soins qui ont été rapatriés sanitaires avec un diagnostic établi. Donc la préparation du système de santé, c'était également la communication auprès du public pour le sensibiliser au diagnostic de la suspicion des cas. C'était également la communication auprès des professionnels de santé avec donc la sensibilisation pour l'inscription à un site DGS urgent et également des affiches de sensibilisation, et également la communication auprès des principaux services de l'État, ministères ou autres administrations, de façon à les sensibiliser et à leur donner la conduite à tenir
devant un cas suspect. La doctrine de prise en charge des cas des patients a été également clairement établie avec une stratégie très simple. C'est à partir du moment où un cas était suspect, c'est de l'isoler chez lui au cabinet, de faire appel au SAMU Centre 15. Et c'est le SAMU Centre 15 qui, en concertation avec l'INVS et la SFIR, permettait ou non d'éliminer le cas et de le classer en cas possible. Si ce cas était considéré comme possible, il était transféré de façon sécurisée dans un établissement de santé de référence où là, les éléments du diagnostic virologique permettaient de l'exclure ou de le confirmer. Donc voilà. Pardon ? Donc également un dispositif de prise en charge des cas contacts, la doctrine qui vous est ici illustrée, la liste des établissements de référence qui était donc établie depuis le mois d'août 2014 avec ces établissements répartis sur le territoire national. Ces établissements ont bien sûr été préparés avec des exercices et des séances d'information, un plan d'équipement également qui a été fait au niveau de ces établissements, qu'il s'agisse des établissements de référence ou des établissements non référents, avec également des équipements de protection qui ont été distribués par l'intermédiaire de l'EPRUS, et Marc Meunier reviendra aux établissements de référence, mais également à tous les SAMU pour une redistribution ensuite vers les SMUR, et également des dotations en housse de transport. Des séances d'information au niveau de tous les professionnels de santé, des établissements de référence ou non, des SMUR, des services d'accueil d'urgence et des services de maladies infectieuses, avec un bilan des formations qui montre là également une très large participation de ces éléments. Il y a eu également des mises en place de capacités de diagnostic virologique au niveau des établissements, des capacités de traitement par l'intermédiaire de l'Agence nationale de sécurité du médicament, et également des éléments de communication vis-à-vis des professionnels de santé, du grand public et également par l'intermédiaire de l'INPES. Et vous avez ici les affiches de l'INPES et quelques chiffres qui vous permettent d'évaluer le coût de ce dispositif mis en place sur le territoire national. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Je vais donc maintenant laisser la parole à Marc Meunier, directeur général de l'EPRUS, qui va peut-être commencer par vous expliquer ce qu'est l'EPRUS. Je m'en occupe. Allez, touchez à rien. Non, touchez pas à la manette. Je m'en occupe, je voulais... Ouais. Bonjour à tous, Marc Meunier, donc directeur général de l'EPRUS, qui a été qui est toujours un des acteurs importants dans la gestion de la crise Ebola. Un mot pour commencer peut-être sur l'EPRUS. Peut-être certains d'entre vous ne connaissent pas encore cet opérateur de l'État. On dépend du ministère de la Santé. Et on a été créé récemment, en 2007, pour préparer et gérer des crises sanitaires majeures, c'est-à-dire des crises de grande ampleur. Et à ce titre, le gouvernement nous a confié la gestion des moyens matériels et humains pour répondre à une crise de grande ampleur. Ainsi, nous gérons ce qu'on appelle les stocks stratégiques des produits de santé de l'État, c'est-à-dire tous les médicaments antiviraux, antibiotiques, vaccins, antidotes destinés à faire face à une catastrophe sanitaire de grande ampleur, que ce soit une catastrophe naturelle, industrielle, un attentat, une épidémie, etc. Et donc nous sommes chargés de l'importation, de l'acquisition, du stockage, de la distribution de ces produits de santé en cas de crise sanitaire majeure. Et puis deuxième volet, nous gérons des moyens humains à travers une réserve sanitaire qui est composée de 2000 professionnels de santé, pour la plus grande part actifs, mais on a aussi des retraités qui s'engagent auprès de l'EPRUS et qui sont prêts à partir lorsqu'il y a une crise sanitaire majeure. Donc nous les recrutons, nous les formons et ensuite on les envoie sur le terrain et on prend en charge toute l'intendance nécessaire à leur déplacement. Et vous avez ici dans la salle d'ailleurs quelques réservistes sanitaires présents que vous reconnaîtrez à leur tenue EPRUS qu'ils abordent aujourd'hui. Donc voilà, moyens matériels, moyens humains. On a été sur toutes les grandes crises internationales depuis la création de l'EPRUS, que ce soit à Haïti, en Libye, en Côte d'Ivoire, au Japon et bien sûr Ebola aujourd'hui. On est aussi très présent sur les crises qui ont eu lieu récemment dans les Outre-mer, avec le chikungunya, la dengue,
le Zika, et puis on participe aussi à ce qu'on appelle les dispositifs prudentiels lorsqu'il y a un grand événement en France, type cérémonie pour le 70e anniversaire du débarquement, manifestation du 11 janvier dernier. On est un des acteurs qui se prépositionne ses moyens pour faire face à une crise éventuelle. Puis alors on a un troisième rôle que vous pouvez découvrir qui nous intéresse moins aujourd'hui. On est aussi conseil auprès des ARS, auprès des établissements de santé sur tout ce qui est gestion de crise et également auprès des autorités nationales dans l'établissement des plans de gestion de crise. Alors on a une doctrine d'emploi qui est la suivante. On intervient en première ligne à l'étranger, c'est-à-dire que le gouvernement nous mobilise dès qu'il y a une crise à l'étranger. En revanche, sur le territoire national, vu qu'on a un système de santé local qui est performant, c'est bien sûr ce système de santé qui intervient en premier et nous, en second rideau, s'il y a besoin de renforts et de moyens matériels ou humains supplémentaires. Et c'est ce qu'on va voir là pour la gestion de la crise Ebola. Nous sommes effectivement intervenus au plan national et au plan international. Au plan national, en tant que logisticien, on nous a confié la mission d'acquérir les tenues de protection individuelle que vous avez pu découvrir sur des diapos précédentes. Et on a constitué donc un stock de tenues mises à disposition des établissements de santé, plus de 25 000 tenues. Alors c'est des tenues qui comportent, vous savez, les combinaisons, les surbottes, les gants, les masques, etc. Nous les stockons dans nos entrepôts, mais nous en avons déjà dispatché une partie, prépositionné une partie auprès des établissements de santé. Auprès des établissements de santé de référence, les 12 dont on vous a parlé, dont Thierry Debord vous a parlé, et puis également auprès des établissements sièges de SAMU et auprès des SMUR. C'est aussi l'EPRUS qui a acquis les caissons et les housses de transport, donc des caissons pour transporter les personnes malades ou cas possible d'Ebola. Les caissons, c'est du dur, c'est plus pour les transports aériens, et puis on en a 2, et on a une trentaine de housses qui, elles, sont plus adaptées à un transport en ambulance. Et puis, dernière chose, nous avons été, au niveau matériel, chargés de l'importation, du stockage et de la distribution des traitements expérimentaux. Si vous suivez l'information, vous savez aujourd'hui qu'il y a une information qui a été donnée sur un des médicaments testés récemment et qui a donné des résultats intéressants. Ce médicament, c'est l'EPRUS qui a été chargé de l'importer en France. Au plan national toujours, sur les moyens humains, nous avons mobilisé nos réservistes sanitaires. Nous en avons formé un certain nombre, une trentaine, au transport des personnes cas confirmées ou personnes infectées, parce que l'utilisation des housses ou des caissons de transport nécessite d'être formée. Il y a des gestes à connaître. Nous avons aussi une équipe de réservistes qui est prête à intervenir en appui auprès d'un établissement de santé de référence qui devrait recevoir un patient atteint par Ebola, parce qu'on sait que cette prise en charge est un peu délicate et qu'au début, il y a besoin d'un renfort pour rappeler au personnel de santé les bons gestes à suivre en termes d'habillage, de déshabillage, sur les précautions à prendre. Et puis, nous participons aux côtés du service de santé des armées et de la sécurité civile au centre de formation Ebola, destiné à tous les professionnels de santé qui partent en Afrique et qui est situé à Nogent-le-Rotrou. Voilà pour le plan national. Au plan international, nous avons livré à différents pays des équipements de protection individuelle, des thermomètres pour mesurer la température. Tous les visiteurs invités par la Fédération nationale des transports sanitaires et par la Fédération nationale des ambulanciers agréés à rejoindre leur réunion en salle Asie, située au fond du hall, au premier étage. Merci. Donc livraison de matériel à la demande du gouvernement français, bien évidemment, et puis mise en œuvre aussi de moyens humains sous plusieurs formes. On a d'abord, et dès le mois d'avril dernier, mis en place plusieurs missions d'expertise auprès du gouvernement guinéen, puis plus récemment du gouvernement malien, pour aider les autorités locales à mettre en place des vrais plans de suivi épidémiologique, les procédures nécessaires pour suivre l'évolution et le contrôle de la maladie dans leur pays. Nous avons aussi mobilisé des équipes médicales pour intervenir dans un centre de traitement Ebola en Guinée forestière qui est piloté par la Croix-Rouge française à Macenta.
Nous avons la responsabilité des contrôles sanitaires dans les aéroports pour les personnes qui partent soit de Conakry, soit de Bamako, et aussi de Malabo, puisqu'on est intervenu en Guinée équatoriale dans le cadre de la Coupe d'Afrique des Nations en football. Donc c'est l'EPRUS qui a envoyé des personnels de santé pour superviser les contrôles de température à l'embarquement. Nous avons aussi des conseillers auprès de l'ambassadeur de France en Guinée, et on est régulièrement sollicité par l'OMS qui a besoin d'experts français et qui sont fournis par l'EPRUS. Alors, en deux mots, quel est le bilan, quels enseignements retirent l'EPRUS à ce stade de la maladie Ebola? Alors déjà, j'aimerais mettre fin à une idée ou une information qui peut circuler. L'État français est intervenu très tôt dans la lutte contre l'épidémie d'Ebola. Alors bien sûr, il y a MSF qui très rapidement a pris en charge les centres de traitement en Guinée dès le printemps dernier. Et l'État français, lui, du coup, s'est concentré plus sur un aspect que j'évoquais tout à l'heure, qui était l'expertise, l'appui au gouvernement pour la mise en place de plans de lutte contre l'Ebola. Et la ministre de la Santé donc, a envoyé des réservistes sanitaires dès le mois d'avril dernier en Guinée, en appui du gouvernement guinéen. Deuxième enseignement, au plan national, la réponse, la préparation s'est mise en place, j'allais dire, de manière progressive, proportionnée, au fur et à mesure de l'évolution de la maladie. On a demandé notamment à l'EPRUS d'acquérir de plus en plus de tenues, d'acquérir des housses, des caissons, de manière à avoir une réponse adaptée en cas de crise sur le territoire national. Troisième enseignement, je trouve que dans cette crise, il y a une communication exemplaire vis-à-vis de la population, vis-à-vis des médias. Ce plan de lutte, de préparation en France s'est mis en place dans un climat extrêmement serein, et en particulier parce qu'il y a eu une information précoce et surtout très transparente vis-à-vis de la population et des médias. Il y a eu un système de conférences de presse organisé par la ministre de la Santé toutes les semaines, un point toutes les semaines à partir du mois de septembre, qui a permis à chaque fois de délivrer les dernières informations dont on avait connaissance sur cette maladie et son évolution. Il y a eu beaucoup de messages qui ont été mis en place, et donc tout le monde a bien perçu les enjeux de cette maladie et la réponse que le gouvernement français mettait en place. Deux derniers enseignements, c'est sur le travail qui a pu être fait entre les différents acteurs. Déjà au niveau des services de l'État, je trouve que c'est la première fois qu'on est allé aussi loin dans un travail en commun. Je parlais tout à l'heure du centre de formation de Nogent-le-Rotrou qui a été mis en place. Les formations sont mises en place à la fois par le ministère de la Santé à travers l'EPRUS, mais aussi par le service de santé des armées, par la sécurité civile. Donc les ministères se sont regroupés pour intervenir en même temps sur un lieu de formation, et c'est vraiment exemplaire. Dernier point, ce travail en partenariat, c'est aussi, me semble-t-il, une première, c'est mis en place entre les services de l'État et les ONG ou assimilés. Et j'en terminerai par là. Pour nous, ça a été une expérience. C'est la première fois qu'on travaillait avec la Croix-Rouge française. Je l'évoquais tout à l'heure, dans le centre de traitement de Macenta en Guinée forestière, sous la responsabilité Croix-Rouge, mais avec des équipes médicales qui provenaient en grande partie de l'EPRUS. C'était à la fois nécessaire en termes d'efficacité et, me semble-t-il, c'était aussi un excellent apprentissage pour la suite, pour faire face à de nouvelles crises. Et c'est une excellente transition pour que je puisse passer la parole à Monsieur Mention. Merci beaucoup. Peut-être pour être assez rapide, je vais passer sur une présentation de la Croix-Rouge française que vous connaissez probablement tous assez bien. Dans cette crise Ebola dans laquelle nous sommes engagés depuis les tout débuts de l'épidémie, c'est-à-dire début de l'année dernière, aux côtés de notre société sœur, la Croix-Rouge guinéenne. Il est très important, je crois, de bien comprendre que quand nous travaillons dans un pays étranger, en action internationale, nous travaillons toujours avec une société de Croix-Rouge que nous appelons la société sœur, donc, puisque, comme vous le savez, la Croix-Rouge n'est pas une ONG. Nous sommes une organisation internationale régie par les conventions de Genève. Donc, lorsque nous travaillons dans un pays étranger, qui n'est pas naturellement le nôtre, nous travaillons au travers
et en totale coopération et collaboration avec la Société nationale de Croix-Rouge du pays, qui est une société de Croix-Rouge ou de Croissant-Rouge selon les pays. En Guinée, nous sommes intervenus très rapidement sur financement public français, je le précise et je le confirme, dès la fin de l'hiver dernier, pour travailler à la formation des bénévoles, des secouristes de la Croix-Rouge guinéenne, qui assuraient, comme dans les 2 autres pays d'ailleurs touchés par l'épidémie, des funérailles dignes et sécurisées. C'est extrêmement important de le signaler, et les sociétés de Croix-Rouge de la zone, des 3 pays, ont payé un très lourd tribut pour faire ce travail, qui est un travail que vous imaginez très ingrat, de sécuriser les enterrements, de les rendre suffisamment dignes pour que la population accepte de confier ces morts, que les villages, que les communautés acceptent de confier ces morts pour que les enterrements se fassent dans des conditions de sécurité absolue. Cela était fait et est toujours réalisé en très grande partie par les sociétés sœurs de Croix-Rouge de ces pays. Et pour cela, nous avions un financement du ministère des Affaires étrangères dès la fin de l'hiver 2014. Donc. Et puis nous avons vu effectivement les choses monter en puissance, si je puis dire, et l'épidémie devenir ce qu'on en a connu ensuite. Et le gouvernement français nous a confié en septembre dernier la mission d'être opérateur pour son compte d'une réponse qui prenait beaucoup plus d'ampleur, et en particulier du montage de centres de traitement Ebola, les fameux CTE, avec le CTE de Macenta dont nous venons de parler, avec un appui extrêmement important et indispensable pour nous des pouvoirs publics et de l'EPRUS en particulier, puisque nous avions besoin de mobiliser des ressources humaines que nous n'avions pas. Pour vous donner une précision, Ebola aujourd'hui dans les opérations internationales de la Croix-Rouge française, c'est 25% d'activité de plus, un quart d'activité de plus sur l'année 2014, y compris financièrement parlant d'ailleurs, mais j'y reviendrai. Autre difficulté, il y a actuellement sur la planète 4 ou 5 selon les calculs, crises de niveau 3, de niveau international 3, c'est-à-dire le niveau maximum de l'ONU. Il y a une crise, vous le savez, très importante en Irak et en Syrie, une crise en République centrafricaine où nos militaires sont très présents et engagés sur le terrain, une crise extrêmement importante au Sud-Soudan et Ebola, et on pourrait ajouter l'Ukraine. Donc les capacités de mobilisation de professionnels humanitaires aujourd'hui sont extrêmement limitées, extrêmement saturées, et toutes les grandes organisations humanitaires, ONG ou Mouvement Croix-Rouge, ont des difficultés importantes de recrutement et d'encadrement, et pas seulement de personnel directement opérationnel, de personnel médicaux. Donc nous avons ouvert le CTE de Macenta dans des conditions extrêmement bonnes, dans des conditions de coopération avec les pouvoirs publics, les ministères concernés, et je salue la coordination ministérielle, et il faut le dire, vous l'avez dit tous deux, mais c'est aussi une première. Les choses se sont bien passées, les choses ont été fluides. Nous sommes dans un pays où en général la critique arrive avant les félicitations, mais je voudrais vraiment rappeler que dans cette affaire Ebola, la réponse publique a été à la hauteur de nos engagements vis-à-vis de ces pays, en particulier de la Guinée, dont nous sommes proches, il faut s'en souvenir. Il faut rappeler aussi que les moyens ont été au rendez-vous. Les engagements financiers, et je parlerai pour la Croix-Rouge française, nous avons eu les moyens de notre engagement, c'est très important de le rappeler, avec des paiements extrêmement rapides, des décaissements rapides. Nous ne sommes pas toujours habitués à ce que l'administration puisse répondre aussi rapidement à des besoins et à l'urgence. Les décisions ont été prises rapidement et les engagements ont suivi. C'est très important de le rappeler. Et puis nous avons répondu à une autre demande qui était d'accroître en quelque sorte les implantations de centres de traitement Ebola. Un centre a été donc installé, construit par la France à Kérouané, qui est une autre ville de Guinée forestière. Et nous sommes actuellement en appui très important sur une zone qui nous inquiète beaucoup, plus proche de la capitale, de Conakry, à Forêt-Caria, qui est une ville quasi frontalière avec la Sierra Leone, où en ce moment il y a encore des foyers épidémiques assez importants. Ce qu'il faut comprendre, c'est que, à mon sens, mais je m'engage très personnellement en disant cela, je suis de ceux qui pensent que l'épidémie ne s'est jamais arrêtée ces 20 dernières années, qu'elle n'est pas aujourd'hui non plus achevée, loin s'en faut, et que nous avons comme ça des vagues épidémiques qui se succèdent.
Nous avons un endormissement de l'épidémie en ce moment, en quelque sorte, mais des foyers sporadiques, peut-être des tout petits foyers qui continuent en forêt en particulier, et qui sont, pour nous autres intervenants, opérateurs, pratiquement inaccessibles. Une des erreurs probablement, mais il faudra qu'on fasse un débriefing à tête reposée, très calmement, très sereinement et très partagé. Nous avons probablement fait l'erreur, ou en tout cas certains d'entre nous ont pu faire l'erreur, d'urbaniser l'épidémie, c'est-à-dire de ramener l'épidémie, c'est une déclaration qui ne plaît pas apparemment, de ramener l'épidémie en ville. Et ça, je crois que quand on lit Médecine tropicale de Marc Gentilini dans son édition de 92 ou 93, vous voyez, donc il y a très longtemps, Marc Gentilini rappelait qu'il ne faut en aucun cas ramener un malade d'Ebola en ville. Nous l'avons fait, le système l'a fait, nous en sommes tous un peu responsables. Je crois qu'il faut dans ces cas-là partager les responsabilités parce que nous pensions que la science était plus forte et que la médecine aujourd'hui avait beaucoup progressé. Et donc à l'intérieur même du CHU de Conakry, il y a un centre de traitement Ebola. Nous sommes de ceux qui pensons à la Croix-Rouge qu'il fallait protéger les grandes villes et les capitales car évidemment les foyers les plus importants sont en forêt et il faut chaque fois que c'est possible les y maintenir pour éviter que la très grande promiscuité qu'il y a dans les villes africaines, dans les grandes agglomérations africaines, ne permette un développement important de l'épidémie. Aujourd'hui, nous avons une ceinture de protection autour de Conakry, avec plusieurs centres, dont un opéré, donc, soutenu par la Croix-Rouge française, celui de Forêt-Carriac, qui nous permet probablement d'éviter un trop fort redémarrage de l'épidémie s'il devait y avoir redémarrage sur la capitale elle-même. Nous avons également monté un centre de formation très rapidement, car avant celui de Nogent-le-Rotrou, nous ne disposions pas en France d'une capacité à former les personnes que nous envoyions sur le terrain. Nous devions faire ces formations à Genève, à Bruxelles ou à Madrid, en langue étrangère, en anglais ou en espagnol. Ça ne nous satisfaisait pas, vous l'imaginez bien, car la précaution sécuritaire pour les personnels que nous envoyons sur le terrain est maximale et elle était bien partagée avec les pouvoirs publics. Et nous avons toujours aujourd'hui un centre au siège de la Croix-Rouge française, dans l'ancien hôpital Brousset, donc, qui nous permet de former une partie des personnes présentes sur le terrain au sein de ces centres. Voilà, pour vous brosser un tableau extrêmement rapide et très large de nos différentes informations. Nous avons assuré peut-être... c'était la cerise sur le gâteau, si je puis dire, également à la demande des pouvoirs publics, la mission de prise de température aux aéroports, qui n'est pas une mission tout à fait classique pour nos secouristes, mais qui a pu les amuser, même s'il fallait qu'ils se lèvent à 4 heures du matin, car vous le savez sans doute, les avions de Bamako ou de Conakry arrivent très tôt le matin. J'ai été contrôlé par des secouristes de la Croix-Rouge, sans être reconnu d'ailleurs, heureusement pour moi, et sans avoir de température supérieure à 38 degrés à mes 5 retours de Conakry au mois de novembre et au mois de décembre dernier. Mais nous étions bien dans notre rôle d'auxiliaire des pouvoirs publics, qui est la mission dévolue aux sociétés nationales de Croix-Rouge et de Croissant-Rouge par les conventions de Genève. Je vous remercie. Merci beaucoup messieurs. Alors malheureusement le temps qui nous était imparti vient de se terminer. Je ne pourrai pas malheureusement faire d'échange avec la salle. En revanche, peut-être que si leur agenda le permet, ils pourront rester un petit peu pour discuter avec les personnes qui le désirent, puisque nous attendons, enfin le colonel Valette qui est ici présent et notre grand témoin va maintenant pouvoir s'exprimer sur l'intervention à Fukushima, puisqu'il est donc officier de l'armée de terre. Il a commandé la délégation française de la sécurité civile projetée au Japon en 2011. Voilà.